Bonjour à tous, bienvenue à bord des interviews Histoire de Timeline. C'est un réel plaisir de recevoir pour la première fois ici, en studio, Christian-Georges Schwenzel, historien de l'Orient hellénistique, professeur à l'Université de Lorraine pour son ouvrage Les Nabatéens, 4e siècle avant Jésus-Christ, 2e siècle. Bonjour Christian-Georges. Bonjour Richard. Je suis vraiment ravi de vous recevoir. Vous retracez avec ce livre, c'est gentil, l'histoire fascinante de ce peuple que je ne connaissais pas bien, pour ainsi dire pas du tout, j'ai pas honte de le dire. Quand c'est vrai. Est-ce que je peux dire peuple arabe du désert ? Oui, exactement. Oui, c'est un des grands peuples arabes. C'est même le plus grand peuple arabe il y a 2000 ans. On va voir ça avec vous. Installé donc dès le 4e siècle avant Jésus-Christ, autour de Pétra, ça je pense que tout le monde connaît depuis Indiana Jones. On peut le dire. Oui, Indiana Jones a popularisé le site de Pétra. Si, on va le voir, ça ressemble pas du tout à l'intérieur à ce qu'il y a exactement. Mais on y reviendra. Ah non, c'est fantasmé, c'est de l'archéologie fantasmée. Délirant. Et là, on est en Jordanie. Donc, parti d'une société tribale nomade, les Nabatéens deviennent un royaume puissant, raffiné grâce au commerce caravanier qui relie l'Arabie, la Méditerranée et l'Égypte. C'est une vraie civilisation ouverte, métissée, qui assimile des influences grecques, égyptiennes et romaines, tout en conservant une forte identité arabe. Je résume assez bien. Oui, exactement, c'est ça. Et c'est ce qui fait d'ailleurs l'intérêt de cette culture nabatéenne, c'est qu'au départ, au 5e, au 4e siècle avant notre ère, les Nabatéens n'ont pas véritablement de grande culture. Ils vont la forger à partir d'emprunts aux autres peuples, à leurs voisins. Et ça ne les empêche pas d'être très originaux et de cultiver leur identité ethnique arabe, parce que ces différents ingrédients qu'ils empruntent aux peuples voisins, ils vont les agencer à leur manière, de façon tout à fait originale. Ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, on reconnaît au premier coup d'œil un tombeau nabatéen. Oui, vous peut-être. Moi, je suis pas. Même après le livre, je ne suis pas encore sûr. Grâce à Indiana Jones. Bien grâce à Indiana Jones. On connaît la fameuse façade de la Chasnée, ce monument qu'on appelle la Chasnée, ce qui veut dire le trésor en arabe. C'est un terme féminin en arabe, et c'est cette porte énorme de 40 mètres de haut, et encore, il y a un niveau inférieur qui n'a pas encore été dégagé, donc ça doit faire plus de 40 mètres de haut, et c'est cette porte en quelque sorte, qui est en fait la façade d'un tombeau, qui accueille le visiteur à Pétra, et c'est un des monuments archéologiques les plus extraordinaires et les plus instagrammés aujourd'hui. Oui, je suis assez d'accord. Des textes grecs, des inscriptions, des monnaies, des fouilles récentes, vous utilisez tout ce qui peut exister pour reconstituer cette culture, leur art, leur religion, leur monarchie. C'est une lecture, j'allais dire, neuve et critique de cette civilisation que vous avez faite. Oui, il n'y avait jamais eu ce type d'ouvrage, ce type de synthèse à la fois archéologique, parce que les sources archéologiques sont évidemment essentielles et universellement connues, mais il y a d'autres sources, il y a des textes d'historiens et d'auteurs de langue grecque notamment, il y a toute une série aussi de monnaies frappées par ces rois et ces reines aussi, parce qu'il y a aussi des reines nabatéennes, et donc en réunissant finalement toutes ces sources sur ce peuple méconnu, oublié, dont personne se dit d'ailleurs aujourd'hui l'héritier. Ils sont entrés dans l'histoire, ils en sont sortis. Avec toutes ces sources, on arrive quand même finalement à reconstituer dans ces grandes lignes l'histoire de ce peuple, une histoire qui dure à peu près 5 siècles. C'est complètement monstrueux. Est-ce que ça n'a pas été un enfer, toute proportion gardée, de reprendre toutes ces sources, de les retrouver, de les classer pour en faire Non, pas vraiment. C'était un grand plaisir. Un grand plaisir, mais une véritable aventure. C'est ça. À la fois en Jordanie, en Arabie Saoudite. Ça, il a fallu aller sur place. Oui, et d'ailleurs l'Arabie Saoudite vient de s'ouvrir assez récemment au tourisme, ce qui est un avantage. Ça permet de découvrir des sites extraordinaires, notamment dans l'oasis d'Aloula, un site moins connu que Pétra. C'est la petite Pétra en quelque sorte, Égra, le site de Égra. Oui, tout aussi extraordinaire, avec des monuments du même type, mais dans une nature un peu différente. C'est du grès, rouge, rose à Pétra, et c'est davantage une pierre un peu ocre, orange, avec une présence beaucoup plus forte aussi du désert en Arabie Saoudite. Au milieu de rien. Oui, c'est ça, c'est entouré par le désert, absolument, c'est des cités
du désert, en quelque sorte, c'est incroyable. Moi, ça dans des natures tout à fait extraordinaires. Donc il y a la nature qui est extraordinaire et des monuments extraordinaires. C'est doublement extraordinaire. Ouais, ça, je suis d'accord. Alors, je connais des gens qui y sont allés, effectivement, mais à chaque fois, je me disais, bon, enfin, je me suis pas posé la question, mais quel peuple a fait ça? Je dis, oui, c'est vachement beau, c'est sympa, oui, Petra, c'est super, Alula, c'est super. Bon, and so what? Et en fait, on se rend compte que c'est incroyable. Est-ce que ça a été compliqué de concilier les données archéologiques, les récits, les textes, etc.? Est-ce que c'est compliqué? Il y a parfois des contradictions ou un biais aussi chez les auteurs antiques. Parce que le problème, c'est qu'on n'a pas ou on n'a plus de textes littéraires nabatéens. Ils en ont forcément écrit, mais tous ces textes ont disparu. Donc on n'a pas de littérature nabatéenne, pas de textes religieux, mythologiques, historiques. Il y a des inscriptions nabatéennes qui sont assez nombreuses, mais un peu décevantes quand même dans leur contenu. C'est des inscriptions souvent très brèves, parfois de simples signatures, un peu comme des tags aujourd'hui, c'est-à-dire qu'un nabatéen est allé graver en gros son nom sur la roche, le long d'une route caravanière. Oui. Et il y a quelques inscriptions un petit peu plus longues, des dédicaces de monuments notamment, quelques dédicaces de statues qui sont quand même utiles parce qu'elles nous donnent les noms des rois, des reines, parfois des princes et des princesses, des inscriptions funéraires aussi, notamment à Agra, sur les tombeaux d'Agra en Arabie Saoudite, mais elles sont répétitives. C'est toujours les mêmes formules de malédiction, les punitions aussi qui sont évoquées pour celles et ceux qui violeraient les sépultures en question. Et donc ce sont des sources extérieures, grecques et romaines, mais parfois avec un biais, comme dans toutes les sources littéraires d'ailleurs, c'est-à-dire que vu depuis l'Occident, on peut être fasciné par cette civilisation nabatéenne, c'est le cas de Diodore de Sicile par exemple, ou alors les mépriser au contraire et les traiter de dégénérés, voire d'arabes incestueux, c'est ce que raconte notamment Strabon. Donc il y a ces deux visions caricaturales et tout à fait antinomiques d'ailleurs. D'où il sort, j'ai oublié de dire que le livre est édité chez Talandier, d'où il sort ce peuple-là? Parce que donc il apparaît, et puis on il ne sait disparaît. pas, il sort un peu de nulle part. Il y a plusieurs théories qui ont été avancées. On a dit parfois qu'il venait du centre ou du sud de la péninsule arabique. Aujourd'hui, la tendance, c'est de dire plutôt qu'il viendrait de la région de Bahreïn aujourd'hui, c'est-à-dire du nord-est de l'Arabie saoudite actuelle ou de la péninsule arabique. Ils ont certainement été déplacés en Jordanie actuelle, mais alors à quelle époque? Peut-être par les Assyriens, peut-être par Nabuchodonosor II, donc le roi, l'empereur néo-babylonien, ou peut-être même par les Perses. On n'en sait rien. Ce dont on est sûr, c'est que c'est une population arabe. Ils font partie des Arabes, des Aribis. Alors le mot Aribi apparaît dans les sources assyriennes. C'était ce vaste empire qui dominait le Moyen-Orient et le Proche-Orient avant l'époque hellénistique, avant l'empire perse. Et donc, les rois assyriens mentionnent parmi leurs sujets les Aribis. Et ce terme a été repris ensuite en grec, c'est devenu Arabos, notamment chez Échille, le poète et auteur notamment des Perses, cette tragédie au début du 5e siècle. Et là, il cite les Arabes. Les Arabes font partie de l'empire perse achéménide. Il y a des Arabes dans l'armée d'Xerxès. Mais parmi ces Arabes, on a différents peuples. C'est un peu, on dit arabe un peu comme on dit gaulois. Oui, d'accord. Il y a les Arvernes, il y a les Éduins, il y a différents peuples gaulois. C'est un terme générique arabe, comme gaulois ou grec. Il y a les Athéniens, les Spartiates. Et parmi ces peuples, il y en a un qui est dominant à partir de la fin du IVe siècle, c'est le peuple des Nabatéens. Et donc le roi nabatéen va régner sur une sorte de confédération, qui va devenir un royaume de plus en plus unifié autour de la figure de ce grand roi et d'une grande dynastie aussi de souverains qui se succèdent de père en fils et qui appartiennent à une dynastie vénérée, prestigieuse, sacrée aussi. Vue comme sacrée par les Nabatéens et par les autres peuples arabes, qui font partie du royaume dominé par le roi nabatéen, qui est également dit roi des Arabes, pour cette raison. Ouais, donc c'est pas si simple, ça veut dire qu'il y a encore pas mal d'hypothèses.
Ah oui, et jusqu'à quand vous pensez qu'un jour on va savoir, un jour on va trouver il faudrait de nouvelles découvertes archéologiques, des textes peut-être un jour nabatéens, pourquoi pas, enfin on peut toujours rêver, qui viendraient à ce moment-là peut-être bouleverser cette reconstitution historique que je propose ici. Mais alors on a quand même, il faut le dire, on a quand même l'œuvre de Flavius Josèphe, que j'avais lu dans un premier temps du point de vue des Juifs, puisque Flavius Josèphe est un auteur juif, enfin, d'où son nom de Joseph, de langue grecque, et aussi citoyen romain, d'où son nom de Flavius. Il a écrit les Antiquités juives. C'est une histoire du peuple juif, et ce sont les Juifs, évidemment, qui l'intéressent dans son ouvrage, mais il nous parle aussi de tous les grands événements qui se sont déroulés au Proche-Orient, entre le IVe siècle, enfin, en tout cas pour ce qui nous intéresse ici, avant notre ère, et 70, la destruction du temple de Jérusalem. Donc grâce à lui, j'ai pu quand même reconstituer les grandes étapes de l'histoire des Nabatéens. Les rois nabatéens sont mentionnés assez précisément d'ailleurs par Flavius Josèphe, qui nous permet du coup de reconstituer la chronologie de manière assez précise. D'avoir une base. C'est vrai que je pose toujours la question de savoir comment vous, historiens, vous travaillez, parce que c'est passionnant pour les auditeurs de savoir comment vous avez réussi à reconstituer. Oui, et sans Flavius Josèphe, sur la base uniquement des sources archéologiques, ça n'aurait pas été possible. Mais c'est vrai qu'on le lit plutôt sous cet angle-là, c'est ce que j'ai fait moi-même d'ailleurs dans un premier temps, et je pensais qu'il n'y avait pas finalement grand-chose sur les Nabatéens, mais si on se met à le relire en cherchant les rois nabatéens ou toutes les occurrences du mot arabe dans son œuvre, on se rend compte qu'il y a finalement quand même une trame qui est très précise et très juste, et que l'on peut compléter grâce aux monnaies, parce que les rois nabatéens, et les reines aussi, parce qu'il y a aussi des reines nabatéennes qui ont frappé des monnaies, ces souverains sont très présents dans la numismatique, comme on dit. Ça, c'est une autre source essentielle. À partir de la fin du IIe siècle avant notre ère, jusqu'à la chute, à la disparition du royaume nabatéen en 106 de notre ère, on a des séries monétaires nombreuses, des monnaies d'argent et de bronze, avec les portraits des rois, des reines, leur titulature aussi, les symboles également liés au pouvoir et des années de règne. Ce qui fait qu'on sait même, par exemple, quand un roi change d'épouse. Le roi Arétas IV règne d'abord avec la reine Ouldou, puis avec une autre reine qui s'appelle Shakilate. Alors ça, c'est un complément essentiel. Et c'est le principal média, on pourrait dire, de l'Antiquité. Il n'y a ni radio, ni télé, ni journaux, évidemment, à l'époque. C'est la monnaie qui circule entre toutes les mains, qui sert de support au discours officiel. Et donc là, j'ai pu me pencher sur ce corpus numismatique et ces très nombreuses monnaies frappées pendant plus de 2 siècles. Effectivement, il y a aussi le 19e siècle qui a pas mal parlé de ces... Enfin, pas mal... qui a parlé en fait de ce peuple-là. Vous vous êtes servi aussi des sources du 19e ? Oui, parce que c'est d'abord Jean-Louis Burckhardt, puis d'autres voyageurs, notamment anglais. Alors, il y a eu des fouilles archéologiques aussi menées par les Anglais à partir du XXe siècle, et les monuments étaient parfois en meilleur état. Donc les gravures notamment, ou les dessins réalisés au XIXe siècle peuvent être utiles. L'arche, par exemple, qui se trouvait à l'entrée de ce qu'on appelle le Sic à Pétra, c'est-à-dire cette gorge très étroite entre 2 falaises très élevées qui mènent au centre-ville de Pétra. C'est un défilé qu'on connaît parce qu'on le voit dans Indiana Jones, justement. C'est la principale voie d'accès à la ville basse de Pétra. Il y a 2000 personnes au mètre carré aujourd'hui, à peu près. Ça dépend des moments. dates, J'y suis allé en 2024, alors malheureusement dans le contexte de la guerre à Gaza, où là, il y avait... absolument personne. Et donc... Il faut y aller en temps de guerre, c'est ça que vous dites ? Oui, en 2003, au moment de la guerre du Golfe. C'est pareil, il y avait eu une chute de la fréquentation touristique radicale. Et donc, à l'entrée de ce Sic, qui fait à peu près 1 kilomètre 200 de long, il y avait une arche en pierre
qui a été dessiné par des voyageurs du 19e siècle et qui s'est effondré aujourd'hui. Donc on se rend parfois mieux compte de l'état grâce à ces dessins. Et c'est le cas aussi de toutes les figures qui sont sculptées en relief dans le grès. La Rasnay, on en a parlé tout à l'heure. Il y a des figures féminines, notamment à l'étage supérieur. 9 figures féminines qui étaient moins endommagées il y a un peu plus d'une centaine d'années ou 150 ans. Oui. Je comprends. Alors, on va vraiment rentrer dedans maintenant, dans cette nation, dans cette civilisation. On peut parler d'État, d'ailleurs, nabatéen ? Ah oui, exactement. Oui. Il faut absolument parler d'État, parce que l'État ne date pas, me semble-t-il, je sais pas, du XVe siècle ou de la fin du Moyen-Âge ou de l'époque moderne. Il y a des États antiques, mais ça, je pense que les historiennes et les historiens le savent, évidemment. Rome, c'est un État. Athènes, c'est une cité, c'est un État. Et là, on a véritablement un État, une royauté de plus en plus centralisée, un véritable État arabe antique. D'accord. Ça aussi, c'est ce qu'on peut vraiment déduire de ces sources. Et c'est peut-être une découverte de ce point de vue-là, parce qu'on parle... On ne parle pas généralement d'État arabe antique. Oui, c'est vrai. Donc il y a bien à cette époque un État juif, par exemple, l'État des Asmonéens, issu de la révolte des Maccabées, ce qui m'avait intéressé d'ailleurs dans un premier temps, parce que j'ai publié aussi des ouvrages énormément, sur les Juifs, et mon habilitation d'ailleurs portait sur Juifs et Nabatéens, c'était aux presses universitaires de Rennes. Je ne fais pas la liste parce qu'il faudrait une émission entière. En 2013, oui. Et on se rend compte qu'il y a aussi un grand État, un puissant État arabe, et reconnu comme tel, et mentionné comme tel par Flavius Joseph, donc l'auteur juif citoyen romain qui écrit en grec. Pour lui, c'est le grand État arabe du moment, avec le roi des Arabes, Basilos Tonarabon, en grec. C'est le roi nabatéen. Une vraie découverte pour moi. La structure politique de leur monarchie, donc c'est un roi, donc au-dessus, tout-puissant. Alors, un roi tout-puissant, une monarchie vénérée, avec au moins un roi qui a été divinisé après sa mort, un roi héroïque, Obodas Ier, qui a d'ailleurs vaincu et tué au combat Antiochos XII, qui est le dernier roi séleucide, le dernier véritable roi séleucide indépendant. Il y aura encore un Antiochos XIII par la suite, mais qui n'est qu'un vassal, un instrument des Romains, un instrument de Pompée, au moment où Pompée, l'impérateur romain, réalise la conquête de la Syrie et du Proche-Orient. Donc, c'est vraiment ce roi qui a éliminé le dernier grand roi séleucide. Il faut rappeler que les Séleucides, c'est une dynastie fondée par Séleucos Ier, un officier d'Alexandre le Grand. C'était, au départ en tout cas, à la fin du IVe siècle avant notre ère, le plus grand empire issu du démembrement de l'empire du conquérant gréco-macédonien Alexandre. Et donc Obodas va prendre la place laissée vacante par ce dernier roi séleucide, tout en affirmant son identité arabe nabatéenne. On le voit sur ses monnaies, parce qu'il a toujours des cheveux très longs, une calotte de cheveux, on ne voit pas ses oreilles. Et ça, c'est un marqueur de l'identité arabe, de l'identité nabatéenne. Cette longue chevelure qui pourrait presque sembler féminine quand on regarde un peu rapidement les monnaies. Ils sont parfaitement imberbes, il n'y a jamais ni barbe ni moustache, et toujours cette longue chevelure. Mais il frappe des monnaies en grec, après sa victoire, sur lesquels il reprend les symboles de la royauté hellénistique, l'aigle notamment, qui est l'aigle de Zeus pour les Grecs, mais qui devient un attribut de son grand dieu, le grand dieu des Arabes, Douchara, considéré comme un équivalent de Zeus et protecteur de cette royauté. Et il reprend le diadéma, c'est-à-dire le bandeau royal hellénistique sur de magnifiques monnaies d'argent, et il a été divinisé après sa mort, comme Alexandre le Grand, sur le modèle d'Alexandre. Les Nabatéens en ont fait un dieu, le dieu Obodas, honoré à Pétra et dans d'autres lieux du royaume. Le fameux Deir à Pétra, c'est un des monuments emblématiques les plus connus après la Rasnay. C'est une façade qui fait plus de 30 mètres de haut sur une colline qui entoure, une de ces collines qui entourent le site où se trouve la ville basse de Pétra. Et bien
bien, ce monument, entouré d'un panorama absolument à couper le souffle, est dédié, on le sait parce qu'il y a une petite inscription, à Obodas, le dieu. Donc c'est une monarchie, une monarchie de droit divin, une monarchie divine même. Comme il y en avait dans tout... sur un modèle finalement, oui, assez proche d'Alexandre le Grand et des autres royautés hellénistiques. Ils ont repris ce modèle de royauté sacrée. Et leurs reines aussi, d'ailleurs, sont elles-mêmes sacralisées. Et j'avance d'ailleurs l'hypothèse dans l'ouvrage que la fameuse Razné, sur laquelle sont représentés des personnages presque exclusivement féminins, enfin en tout cas les personnages les plus importants sont féminins, que cette Razné était un tombeau dédié à une reine nabatéenne, la reine Ouldou. Alors c'est la comparaison avec les monnaies, entre les monnaies et l'iconographie visible sur la façade de la Razné qui permet cette identification. Donc des rois, des reines sacrées qui appartiennent toujours au même génos. C'est ce que dit Strabon. Strabon, le géographe de langue grecque d'époque romaine, nous dit que les Nabatéens sont placés sous l'autorité d'une dynastie vénérée, considérée comme sacrée. C'est le sang royal, en quelque sorte, qui est considéré comme sacré. Alors c'est la dynastie, alors qui n'était pas nommée jusqu'alors dans l'historiographie, que je nomme Rabélide, parce que les souverains nabatéens n'avaient même pas de nom à ce jour dans l'historiographie. Donc j'ai pris le nom du plus ancien souverain connu, Rabel, et j'ai forgé ce nom de Rabélide. Enfin, comme ça se fait. C'est pour ça qu'il y a un avant et un après votre ouvrage. Et ça, c'est bien. Il va marquer, en tout cas, beaucoup. On parle beaucoup de monnaie là, dans cette émission. En quoi elle a été une propagande royale, utilisée comme propagande ? Alors, on parle de propagande dans l'Antiquité. Alors, ce terme a été un petit peu critiqué parfois, notamment par Paul Veyne, ce grand historien qui nous a quittés assez récemment, et qui, de son point de vue, avait raison, parce que lui, pour lui, la propagande, c'était la propagande des régimes totalitaires du XXe siècle. Le but était, à travers la propagande à notre époque contemporaine, enfin, la propagande cherche à légitimer ou à délégitimer. Mais là, non, on est dans une forme de propagande raconter une histoire où on n'a pas besoin oui, enfin, on n'a pas forcément besoin de se légitimer à travers la propagande. C'est-à-dire que les rois nabatéens ne cherchent pas forcément à se légitimer, mais simplement à s'affirmer et à montrer qu'ils sont conformes à ce que l'on attend d'eux. Donc la propagande n'est pas forcément liée à cette volonté de légitimation. C'est-à-dire que là, c'est entendu, la dynastie est sacrée, mais il faut quand même mener des actions, des opérations de communication, en quelque sorte. C'est-à-dire que s'ils ne le faisaient pas, peut-être qu'on pourrait le leur reprocher, ou ils affirment leur puissance, en quelque sorte, à travers ces monnaies. C'est dans ce sens qu'on peut parler de propagande. Je suis assez d'accord. On parle de peuples multiethniques. Est-ce qu'il y a une façon, une identité nabatéenne différente des Grecs, des Romains, des... Ah oui, il y a une identité ethnique, c'est-à-dire que du point de vue d'ailleurs des Grecs, c'est un ethnos. Ce sont les Grecs qui, lorsqu'ils arrivent en Orient avec Alexandre le Grand, définissent comme des ethnos les populations locales qui vivaient déjà en Orient avec leurs traditions, leurs langues. Et donc les Nabatéens, les Juifs sont des ethnos. On peut parler de monarchie ethnique, enfin, c'est le terme que j'emploie, d'ethnicité nabatéenne. Les Nabatéens ne vont jamais s'helléniser, contrairement à d'autres peuples, aux Phéniciens par exemple, au Liban, dans le sens où ils vont toujours affirmer leur appartenance à l'ethnos nabatéen. Par cette très longue chevelure notamment, que portent les rois, par aussi leur culte, même s'ils reprennent un certain nombre d'éléments qu'ils considèrent comme valorisants chez les peuples voisins, enfin les Grecs, les Égyptiens, c'est-à-dire qu'ils vont faire leur marché et reprendre... ce qui les intéresse en fait. Voilà, tout ce qui les intéresse, ils vont se l'approprier, mais on ne peut pas parler d'hellénisation à proprement parler, on ne peut pas non plus... ce sont des transferts culturels, des transferts iconographiques.
on ne peut pas parler d'acculturation. Ça, c'est... Oui, Voilà. c'est très moderne. Alors c'est quoi? C'est un peuple de commerçants, c'est des bâtisseurs, c'est tout ça à la fois? Oui, c'est tout cela à la fois. Alors d'abord, c'est des militaires. Ça, c'est quand on lit les sources, Oui. Flavius Joseph notamment, mais aussi quelques inscriptions nabatéennes que l'on a retrouvées qui mentionnent des stratèges, c'est-à-dire des chefs militaires. On se rend compte qu'on a affaire à un État très structuré, divisé en districts qui sont commandés par des stratèges, c'est-à-dire des chefs de garnison militaires qui ont aussi une fonction administrative. C'est très bien organisé. Voilà, c'est très organisé comme les royaumes hellénistiques. Voilà, tout est parfaitement quadrillé. Ça, est-ce qu'ils ont calqué? Et ils ont déjà une armée puissante, puisqu'ils ont su résister aux attaques des souverains hellénistiques, notamment d'Antigone le Borgne, comme le raconte Diodore de Sicile. C'est leur acte de naissance. En 312-311 avant notre ère, ils n'ont jamais été conquis, ni par Alexandre le Grand, qui n'en a pas eu le temps, ni par les rois hellénistiques. Ce sont finalement les Romains qui vont réussir à les dominer. Donc il y a une armée très puissante, évoquée par Flavius Joseph, le roi Arétas III, dans les années 70 avant notre ère, possédait à peu près 50 000 hommes. Enfin, c'est ce que dit Flavius Joseph. Ce qui est énorme. Ce qui est absolument considérable. Oui, puisque Alexandre le Grand commandait à peu près 40 000 hommes, enfin, au moment où il attaque l'Empire perse. Donc 50 000 hommes, une cavalerie très puissante, des cavaliers qui montent à cheval et des méharistes aussi sur des dromadaires, qui constituent une force de frappe tout à fait étonnante, d'où ces victoires. Sur Antigone le Borgne au IVe siècle, sur Antiochos XII au début du 1er siècle avant notre ère. Et ensuite, ce sont des commerçants, mais il fallait une puissance militaire, évidemment, pour protéger aussi ce commerce et toutes ces richesses que transportent les Nabatéens. Leur richesse provient du commerce. Ils convoient depuis le sud de la péninsule arabique les aromates, essentiellement la myrrhe et l'encens, qui sont des résines extraites de 2 arbres qui poussaient au Yémen actuel. On pratiquait une incision dans le tronc de ces arbres pour en retirer une résine qu'on laissait ensuite durcir. C'est la première fois que j'en vois d'ailleurs, grâce à votre livre, parce qu'il y a beaucoup d'iconographie. Et qu'on transportait ensuite sous la forme de grains. Donc effectivement, il y a une photo où on voit ces grains d'encens et de myrrhe, des grains blancs plutôt pour l'encens et plutôt jaunâtres, orange pour la myrrhe. Ça, c'est marrant. Alors, ils vont convoyer donc tout cela, c'est placé dans des amphores, des amphores qui sont elles-mêmes installées sur le dos de chameaux, qui vont parcourir à peu près 2000 km du sud de l'Arabie jusqu'au port de Gaza, à raison de 40 km en moyenne par jour. Et Gaza, c'était le port des Arabes et des Nabatéens, d'où ces aromates étaient expédiés vers le monde grec et vers Rome. Il y avait une très forte demande en aromates, parce que les Grecs, puis les Romains, utilisent les aromates dans le cadre des cultes qu'ils rendent à leurs dieux. Il était devenu absolument impensable de ne pas associer ces parfums d'Arabie au culte rendu aux dieux. C'était devenu le parfum du sacré, en quelque sorte. C'est incroyable, cette mondialisation à laquelle on ne pense pas déjà. C'est une première mondialisation, d'autant plus que les Nabatéens ensuite vont étendre leurs activités jusqu'au sud de l'Inde. On a des royaumes. Et Alexandre y était déjà... Oui, Alexandre est allé jusqu'au nord de l'Inde. Alors là, ce sont plutôt des cités du sud de l'Inde, où on a déjà des royaumes très très bien constitués, qui frappent également des monnaies, qui sont également méconnus, sur lesquels il faudrait sans doute écrire des ouvrages, et qui expédient notamment la cannelle, enfin différents types de cannelle. Et la cannelle va également transiter par l'Arabie. Et puis on a des objets aussi en ivoire qui proviennent de l'Inde, des perles également. Les représentations que vous en donnez sont incroyables. Enfin, c'est d'une finesse. Et d'où cette extraordinaire richesse des Nabatéens, qui jouent ce rôle d'intermédiaire entre l'Orient et l'Occident dans cette première mondialisation, effectivement. Oui. Et donc des bâtisseurs. Et des bâtisseurs. Voilà, on parle de Petra, on parle de Alula, mais c'est invraisemblable. Il n'y a pas d'équivalent
J'allais dire en Occident, mais... Il n'y a pas d'équivalent au niveau du style. Ouais, voilà. mais c'est ça. Et alors, il n'y a pas seulement d'ailleurs des monuments qui ont été taillés dans la roche, parce qu'on se souvient évidemment surtout de ces monuments qui ont été parfaitement conservés, mais il y a aussi toute une architecture de pierre dans cette cuvette entourée de montagnes là, où a été édifié le centre-ville de Petra. On a retrouvé le palais, les restes du palais royal, avec une immense salle d'audience, des jardins avec une piscine, une vaste piscine. Tout ce qu'on peut imaginer. Et oui, ils vivaient, ces rois et ces reines, dans un luxe tout à fait étonnant. Comme les autres grands rois hellénistiques de cette époque. De cette région et de cette époque. Moi, ce qui m'étonne, comment est-ce qu'on a une telle différence entre, et peut-être que vous ne pourrez pas répondre, mais entre cette région-là et ce qu'ils sont capables de faire, ces rois et ces reines et tous ces royaumes, et nous, où on vit... J'allais dire presque dans des huttes, j'exagère un peu, enfin pas loin. Oui, il y a quand même... Il y a quand même des choses, d'accord. Oui, il y a quand même de la Rome à cette époque-là. Non, mais nous, je parle, nous, les Celtes, en Gaule. Oui. Mais les Celtes sont peut-être plus développés là aussi que ce qu'on a dit. Je pense qu'on peut même d'ailleurs peut-être comparer les Nabatéens, les Arabes de l'Antiquité et les Gaulois, parce que on a dans l'historiographie... Les quand même pas la même... oui, mais on se rend compte quand même, à Bibracte notamment, qu'on a déjà de très riches demeure. Je me réfère à Jean-Louis Bruno, je suis d'accord. Spécialiste de ces questions. Je suis d'accord. Et peut-être qu'on a eu une version un peu erronée et archaïsante à la fois des Arabes et des Gaulois. Non, c'est dans ce sens. Oui, je veux dire, j'en fais pas des barbares, mais ce que je veux dire, c'est... Et on se rend compte que la monarchie des Arvernes, par exemple, avec Vercingétorix, est déjà puissante. D'accord, mais on ne fait pas 40 mètres de haut. Oui, non. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est magnifique, c'est magnificent, c'est tout ce qu'on veut. Oui. Oui, il n'y a pas cette architecture. Il n'y a pas cette architecture. On peut chercher encore longtemps, mais Alésia, je pense que si on allait vraiment dans le vrai site... mais les Gaulois sont sans doute moins sous-développés. Ah oui, j'en parlais pas de sous-développés. Quand ils vivaient dans des huttes, j'exagère un peu. C'était pour faire vraiment la comparaison. Les Arabes antiques aussi sont parfois vus ou ont été vus... Oui, comme des gardiens de chèvres. Ou comme des cheikhs du désert. On a même... Alors, c'est vrai que... C'est pour ça que moi, je suis tombé par terre. On n'avait pas autant on n'avait pas autant de sources. Et quand on voit les séries monétaires, c'est ça, on se rend compte qu'on a affaire à un État très très riche. Très surpris, effectivement. Petra, dans le réseau économique antique, c'était un centre important ? Alors, c'est pas forcément Petra, c'est le royaume des Nabatéens. C'est-à-dire que toutes ces marchandises ne transitent pas forcément par Petra. D'accord, c'est pas forcément une ville qui dirige... Non, mais par le royaume nabatéen. D'accord, globalement. Et on se rend compte qu'il y a plusieurs pistes, plusieurs routes. Les Nabatéens se mettent même à prendre la mer. Ils font construire des ports. On a notamment le port de Lequekomé sur la côte de la mer Rouge en Arabie Saoudite aujourd'hui, d'où un certain nombre d'aromates sont directement expédiés de l'autre côté de la mer Rouge en Égypte jusqu'au port de Myos-Hormos, où là des Nabatéens prennent le relais en Égypte, c'est-à-dire qu'ils assurent aussi le transport dans d'autres États, chez les Ptolémées notamment. On a retrouvé des graffitis laissés par les Nabatéens le long d'une piste dans le désert arabique en Égypte aujourd'hui, entre le port égyptien sur la mer Rouge et la ville de Coptos, dans la vallée du Nil, non loin de Luxor aujourd'hui, qui est d'ailleurs dite ville à demi arabe par Strabon, parce que la moitié de la population, c'était des Nabatéens, des Arabes, qui assuraient ce transport en Égypte. Transport parfois maritime, parfois fluvial aussi. Parce qu'ensuite, ce sont des bateaux de Coptos qui descendaient le Nil jusqu'à Alexandrie. Et les Nabatéens sont aussi présents à Alexandrie. Et même à l'autre bout de la route commerciale, ils sont présents en Italie, à Pouzole notamment, dans ce port qui se trouve dans la baie de Naples aujourd'hui. On a retrouvé des restes archéologiques nabatéens. Une des inscriptions les plus longues d'ailleurs en nabatéen est actuellement au musée des Champs Flégréens, donc à côté de Pouzole. Et les Nabatéens sont présents à Rome. Donc, en gros, du sud de l'Inde jusqu'à Rome, en passant par l'Égypte. On n'a pas retrouvé à Pompéi aussi des...
Alors on a retrouvé quelques objets, des objets notamment d'origine indienne, comme cette très belle statuette d'une déesse indienne, et qui sont forcément passés par la mer Rouge et qui ont forcément été convoyés par les Nabatéens. Et une à Herculanum. Et à Herculanum, alors il y a un très beau buste qui... extraordinaire, finesse de... Et qu'on a eu du mal à interpréter jusqu'à nos jours, parce que justement, on a l'impression qu'il est féminin, les cheveux sont bouclés et très très longs, mais le visage est masculin. Et donc moi, je propose d'y voir un roi nabatéen, par comparaison avec la numismatique, avec des monnaies très peu connues jusqu'à nos jours. Je pense qu'il s'agit du roi Malikos Ier. Donc j'ai mis des photos des monnaies. Il a vraiment une très longue chevelure ondulée. C'est génial, ça. Caractéristique de ces rois arabes. Et on a retrouvé ce buste parmi une série de bustes de souverains hellénistiques. Il y a aussi des Ptolémées, des Séleucides dans cette riche maison d'Herculanum qui ont été retrouvés. Et donc il avait tout à fait sa place, puisqu'il fait partie des grands souverains de l'Orient du moment. C'était un ami de Jules César, qui lui rend hommage d'ailleurs dès la première phrase de l'ouvrage La guerre d'Alexandrie, qui est un ouvrage du corpus césarien, validé par César lui-même, sans doute plutôt écrit par son lieutenant Hirtius. Mais on voit bien que Jules César respectait profondément, lui aussi, ce roi nabatéen. Enfin, il aimait beaucoup les rois et les reines, que ce soit Cléopâtre. Ou les reines. Enfin, il aimait les deux, d'ailleurs. Oui, il était fasciné par la royauté, par Alexandre le Grand. Et il considère que cette dynastie, donc, que j'appelle Rabélide, est une dynastie tout à fait prestigieuse, parce qu'il est rare quand même que Jules César mette en avant dans ses œuvres de propagande ses collaborateurs. Et là, on voit qu'il est vraiment reconnaissant, parce que le roi nabatéen lui a envoyé des soldats pour lui venir en aide alors qu'il était assiégé dans le palais d'Alexandrie, où il se trouvait d'ailleurs avec la reine Cléopâtre. Donc ils sont en excellente relation, en fait, les Nabatéens, avec les Romains, avec les Grecs, avec tous ceux qui les entourent. Oui, et ils sont très respectés. Et là aussi, on a un document, alors qui n'était pas connu, il est vrai, avant les années 2010, un papyrus sur lequel on a un poème malheureusement fragmentaire qui date des années 270 avant notre ère, donc c'est très ancien, on est à l'époque de Ptolémée II, et on se rend compte que Ptolémée II considère que le roi des Arabes de l'époque, qui est un nabatéen, malheureusement le nom du roi a été effacé sur le papyrus, est un de ses alliés privilégiés du moment. C'est un roi riche et puissant, puisqu'on comprend qu'il a offert un magnifique bijou à Ptolémée II, qui fait partie vraiment des joyaux de la couronne, des joyaux des Ptolémées à Alexandrie. Donc il est riche, ce roi, et il est dit roi des Arabes et roi des cavaliers arabes. On comprend qu'il est à la tête d'une puissante force de cavalerie qui vient de toute évidence en aide aux Ptolémées et à Ptolémée II contre les Séleucides. Donc dès la première moitié du IIIe siècle avant notre ère. Ça montre bien que l'État nabatéen est déjà parfaitement constitué dans les années 270 avant notre ère. Mais ce papyrus n'était pas connu, n'avait pas été étudié avant les années 2010. On voit que l'intelligence artificielle, dans pas mal de domaines, est capable de remplir les blancs. Vous pensez qu'un jour, elle sera capable de remplir ce papyrus ? Non, là j'ai quelques doutes. Non, l'intelligence artificielle peut éventuellement nous permettre de lire certains papyrus. Je pense à des papyrus retrouvés à Herculanum, dans la même maison d'ailleurs que celle où a été retrouvé le buste du roi nabatéen, parce qu'il y a plusieurs couches superposées. Donc là, effectivement, dans ce cas-là, l'intelligence artificielle peut être utile, mais on parle de quelque chose, on parle d'un document. Là, il y a zéro, je suis d'accord. Est-ce qu'on pourrait comparer Arétas IV à un Alexandre arabe un peu ?
Alors c'est plutôt Obodas, Obodas Ier qu'on peut comparer à Alexandre le Grand, puisqu'il a été en plus divinisé, c'est le grand roi vainqueur héroïque divinisé après sa mort. Arétas IV, non, c'est un peu l'équivalent plutôt d'Hérode le Grand pour les Juifs, c'est-à-dire qu'il mène une intense politique architecturale, comme Hérode d'ailleurs dans le royaume voisin. Hérode fait de Jérusalem une magnifique capitale avec le temple de Jérusalem. Arétas IV couvre Pétra de monuments, et on a l'équivalent du grand temple de Jérusalem, c'est le grand temple dédié au dieu d'Ushara au cœur de la ville de Pétra. Et c'est un sanctuaire d'ailleurs où les Arabes se rendaient en pèlerinage. La religion est importante. Et la religion est extrêmement importante. Le grand dieu d'Ushara, dans les quelques inscriptions retrouvées, est dit Dieu de notre Seigneur, c'est-à-dire Dieu du roi. Ouais. Il protège le roi et la reine, et le roi est même un prophète du Dieu, c'est ce qu'on voit très bien chez Flavius Joseph. Arétas IV dit qu'il est inspiré par son grand Dieu. C'est le cas notamment quand il lance une opération militaire contre le tétrarque Hérode Antipas, qu'il a humilié en répudiant sa fille, puisque Hérode Antipas avait épousé une princesse nabatéenne. C'est le grand Dieu qui donne le feu vert, en quelque sorte, à Arétas IV, et Arétas IV sait qu'il va s'en sortir, et que les Romains ne vont pas le punir, parce que ça ne se fait pas normalement à cette époque d'attaquer un État voisin sans l'accord de la puissance romaine. C'est les Américains d'aujourd'hui. Oui, exactement. Vrai, mais ils ne vont pas intervenir parce que c'est précisément à ce moment-là que meurt l'empereur Tibère en 37. Caligula devient empereur. Il ne veut pas se lancer dans une aventure. Et donc Arétas IV dit qu'il aurait été informé, il est prévenu en quelque sorte, il a ses dons prophétiques. Et de toute évidence, le roi nabatéen est aussi une sorte de grand chef religieux, c'est-à-dire qu'il y a il a tout à la fois. Il y a quelques prêtres, mais il est c'est plutôt lui, de toute évidence, à partir des quelques sources disponibles, qui préside au grand sacrifice, un peu comme les empereurs romains d'ailleurs au même moment. Dieu unique ou... Non, c'est une religion sémitique, qui appartient au monde sémitique. Donc on peut faire des comparaisons avec la religion des Hébreux dans la Bible, mais ils sont polythéistes. Il y a au moins un grand dieu masculin, d'Ushara, une grande divinité féminine qu'on appelle Al-Uzza, la très forte, et puis le roi divinisé Obodas, donc ça fait déjà une troisième divinité. Il y a beaucoup de monde. Et on a quelques divinités supplémentaires dont on connaît surtout les noms. À Igra, par exemple, il y a une déesse qui s'appelle Manawat, qui a l'air d'être vraiment la grande déesse locale, qui châtie justement ceux qui violent les sépultures, et d'autres divinités dont on sait très peu de choses, mais que je mentionne quand même dans mon ouvrage à partir des rares inscriptions. Mais le Panthéon si on peut parler de Panthéon, est dominé par cette figure de d'Ushara, grand dieu qui se situe au-dessus du sommet d'une montagne, puisque Shara est le nom d'une montagne près de Pétra. Donc ça veut dire le grand dieu de la montagne ou au sommet de la montagne. On pense un peu, c'est pour ça qu'on peut dire que c'est une religion aussi sémitique, parce que ça fait penser évidemment à Moïse et au mont Sinaï. Je crois que les Hébreux au départ avaient été aussi polythéistes. Oui, je crois, je suis sûr. Oui. Et puis il y a ce culte aussi rendu aux pierres dressées. Là, on peut faire la comparaison également avec les Hébreux, avec Jacob qui s'endort sur une pierre dont il fait son chevet. Il voit, pendant qu'il dort, cette échelle de Jacob qui s'élève jusqu'au ciel, et ensuite il va dresser la pierre en un lieu nommé Bethel, ce qui veut dire la maison de Dieu. Alors chez les Nabatéens, c'est exactement pareil. Les pierres dressées sont adorées, et on pense que des parcelles de divinité se trouvent à l'intérieur. Et ce sont des pierres souvent noires, probablement des météorites tombées du ciel et considérées pour cette raison comme d'origine divine.
J'adore ça, ce genre de choses. Non, je ne vais pas revenir sur la Mecque et la pierre, mais oui, mais c'est ça. C'est un béthyle qui était le béthyle du dieu Hubal antérieur à l'islam. On est bien d'accord. L'écriture nabatéenne, c'est une écriture propre. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'ancêtre de l'écriture arabe ou... Oui, c'est l'étape intermédiaire entre l'araméen et l'écriture arabe. Alors, les Nabatéens ont repris l'écriture araméenne, cette écriture qui s'était développée en Syrie, qui avait été reprise aussi par les Perses. Enfin, les Perses avaient repris la langue et l'écriture araméenne. C'est ce qu'on appelle l'araméen d'Empire au 5e et jusqu'au 4e siècle avant notre ère. Et l'araméen était d'ailleurs la langue internationale avant l'arrivée d'Alexandre le Grand et avant que le grec remplace cette langue. Donc c'est l'écriture, c'est cette écriture araméenne. Mais ensuite, la graphie évolue assez rapidement, ce qui permet d'ailleurs de dater les inscriptions très facilement, parce qu'il y a une sorte de calligraphie qui se développe. Et ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que on passe ensuite de la graphie nabatéenne à la graphie arabe. Plus douce, peut-être, plus arrondie. Oui, c'est vrai que les lettres nabatéennes sont plus allongées. C'est moi qui dis ça, c'est ma version personnelle. Et on a donc l'inscription de ce roi, un roi Lakhmide, Imrul Kais, retrouvé dans le sud de la Syrie, qui date du 4e siècle de notre ère et qui est considéré comme à la fois la dernière inscription en graphie nabatéenne et la première inscription en graphie arabe. Enfin, on ne sait pas, les deux interprétations sont possibles. Pourquoi 106 ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, en 106, l'empereur Trajan décide d'annexer le royaume nabatéen. C'était prévu d'avance, de toute évidence, parce que le royaume nabatéen passe sous la domination romaine en 62 avant notre ère, à l'époque de Pompée. Donc, le royaume nabatéen devient un État client des Romains, c'est-à-dire qu'il perd son indépendance politique, mais il bénéficie quand même d'une très forte autonomie. La monarchie reste très prestigieuse et très riche, puisque c'est à cette époque-là notamment que Arétas IV, qui règne presque pendant 50 ans, couvre Pétra de ses magnifiques monuments. Et puis... Donc Arétas IV meurt au milieu du 1er siècle de notre ère. On a ensuite le règne de Malikos II, son fils, et Rabel II, son petit-fils, qui est le dernier souverain nabatéen. C'était un État transitoire, normalement, dans l'Empire romain, ce statut d'État client. Et donc, Trajan a d'emblée envie d'y mettre fin. C'est programmé sans doute dès 98, à l'extrême fin du 1er siècle, quand Trajan devient empereur. Il veut se lancer dans des conquêtes en Orient et il veut provincialiser, comme on dit, le Proche-Orient avant d'attaquer la Mésopotamie. Et on a là, c'est presque une anomalie, le dernier État client, parce que le royaume juif a disparu déjà depuis longtemps. Le dernier des descendants d'Hérode, Agrippa, qui régnait sur quelques territoires du sud de la Syrie, Agrippa II, est mort aussi depuis quelques années. Et donc, c'est un rescapé, en quelque sorte, Rabel II. Alors, Trajan attend gentiment quand même et poliment la mort de Rabel II. Et officiellement, d'ailleurs, il n'y a pas de conquête. Les Arabes n'ont pas été vaincus. Donc, pas d'humiliation, et c'est sans doute... Et ensuite, la culture nabatéenne disparaît rapidement, ce qui montre bien qu'elle était très liée à la royauté. Et donc, quand on n'a plus cette figure centrale du roi, qui est une sorte de clé de voûte, en fait, à la fois du système politique, mais aussi religieux, la culture nabatéenne disparaît. Le culte de Douchara est encore présent en Syrie au milieu du IIIe siècle, vers 250 de notre ère. Et puis ensuite, rapidement, les Nabatéens disparaissent de nos sources. Et personne ne se dit descendant ou héritier des Nabatéens, d'où l'oubli des Nabatéens. Il tombe dans l'oubli total. Vous écrivez « Pétra, c'est l'orgueil du vide et le triomphe de la pierre ». C'est quoi l'orgueil du vide ? C'est moi qui écris cette phrase. Ah bon, je ne me souviens pas. Non. J'aurais dû noter la page. Ah bon ? Mais je l'ai vu en PDF, c'est peut-être pas le même...
En fait, qu'on revienne un petit peu à Petra, parce que comme je disais, ça ressemble pas forcément. Alors, extérieurement, oui, quand on regarde Indiana Jones, mais en fait, il y a rien derrière. C'est quoi, ça fait 2 mètres à peu près, peut-être un peu plus. Et puis après, il y a un mur. Derrière quoi? Derrière la façade. Ah non, il y a tout un tombeau. Il y a une. Ah oui, je croyais qu'il y avait rien derrière. Non, il y a toute une. C'est un caveau funéraire. D'accord. Pour moi, c'était toutes les personnes qui y sont allées m'ont raconté. Oui, non, mais il y a rien. Depuis derrière. quelques années, on ne peut plus pénétrer dans la ça, Rasnée, mais non, il y a bien. Donc il y a des choses à l'intérieur. Oui. Okay. Enfin, il y a une. Alors c'est quoi? C'est un caveau, hein, et c'est la façade d'un tombeau, et on a un caveau où, selon l'hypothèse que j'avance dans l'ouvrage, à partir de l'iconographie... Ça reste une hypothèse. Oui, ça reste une hypothèse. Cela dit, on date maintenant précisément quand même la Rasnée, grâce aux fouilles menées pendant l'été 2024, puisqu'il y a un niveau inférieur, on a retrouvé des restes de céramique qui datent du début du 1er siècle de notre ère. Donc on sait que la Rasnée date du règne d'Arétas IV. Mais ce qui est étrange, c'est cette présence de cette iconographie très féminine. Le personnage principal, au centre de la Rasnée, c'est une femme qui est représentée sur le modèle des déesses reines de l'Égypte ptolémaïque. Et on a aussi la coiffe de la déesse Isis qui est représentée au cœur même de la Rasnée, de la façade de la Rasnée, au sommet du fronton triangulaire. Donc pour moi, c'est la clé d'interprétation du monument. Or, cette coiffe, on la trouve sur la tête de la reine Ouldou, qui est morte précisément dans les années 17 de notre ère. Et d'où cette hypothèse qu'il s'agit du mausolée de la reine, alors pas de la reine seule, c'est-à-dire qu'ensuite on a pu y enterrer d'autres membres de la famille. Il y a pas mal de place à l'intérieur. Il y a une grande salle et puis d'autres petites pièces sur les côtés où ont pu être placées les dépouilles de princes ou de princesses. Pour finir, est-ce qu'on peut dire que ce sont les ancêtres symboliques des Arabes modernes ? Les Arabes modernes ne se revendiquent pas, c'est ça. C'est comme, en France, on dit au XIXe siècle nos ancêtres les Gaulois. Personne ne dit nos ancêtres les Nabatéens. Les Saoudiens redécouvrent un peu ce passé, et puis ça leur permet aussi de faire la promotion, juste titre du tourisme, dans des endroits absolument extraordinaires, puisque l'Arabie Saoudite s'est ouverte au tourisme et veut faire d'Alula un des grands sites touristiques mondiaux. Et d'ailleurs, j'encourage tout le monde à y aller. J'étais absolument ravi par cet endroit absolument extraordinaire. On peut rappeler peut-être la géographie, quand même. C'est quoi? C'est la Jordanie et l'Arabie Saoudite? Oui, alors c'est le royaume nabatéen au moment de son extension maximale, donc à l'époque d'Arétas III, dans les années 70 avant notre ère, recouvre la Jordanie actuelle, le sud de la Syrie, même Damas, ça fait partie un moment du royaume nabatéen, tout le quart nord-ouest de l'Arabie Saoudite, avec le désert du Hedjaz et donc cette magnifique oasis d'Alula, le sud d'Israël, le désert du Negev, et le Sinaï égyptien. C'est monstrueux. Donc c'est un royaume extrêmement vaste. Immense royaume. Effectivement, en lisant ça, évidemment, on ne peut pas s'empêcher de penser à Dune, et de ce peuple. Oui, d'ailleurs, Dune a été tournée en partie dans le Wadi Rum, au sud de la Jordanie. Alors, je ne sais pas si Villeneuve a pensé aux Nabatéens, mais les Nabatéens sont présentés comme l'équivalent des Fremen, par Diodore de Sicile. Exactement. C'est-à-dire une population libre du désert qui sait résister aux envahisseurs étrangers. C'est ça. Alors, moi, je ne suis pas un grand fan de Dune, mais quand même, j'ai compris l'allusion. Oui. Donc, quand même. En tout cas, c'est un sacré voyage que vous m'avez fait faire et que vous proposez pour les lecteurs et pour nos auditeurs. Les Nabatéens, 4e siècle avant Jésus-Christ, 2e siècle, Christian Georges Fenzel, vous êtes formidable. Merci. Vous revenez quand vous voulez, mais quel voyage, quel travail incroyable vous avez fait. Moi, j'ai vraiment tout découvert parce que vraiment, je peux dire, je ne connaissais rien du tout et je me sens plus intelligent après vous avoir eu et après avoir refermé le livre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à très bientôt.